Donc aujourd'hui, on inaugure finalement une nouvelle série de cafés gourmands, un peu type revue de biblio. Donc c'est la première qu'on fait, donc à vous de nous dire si ça vous intéresse et si vous voulez qu'on poursuive ce type de café gourmand au-delà des points d'actualité qu'on vous fait aussi dans ces sessions. Donc si vous avez des idées ou d'autres thématiques, vous n'hésiterez pas à nous le dire à la fin. On est toujours preneurs. Alors, je voulais déjà vous préciser en amont que c'est une sélection non exhaustive d'articles scientifiques qui ont été publiés récemment sur cette thématique d'environnement, de bio-nettoyage et de la désinfection. Donc, c'est pas exhaustif. Et puis, c'est des articles qui m'intéressent, hein. Donc, le choix est peut-être un peu biaisé. L'objectif, c'est de vous présenter les principaux résultats, euh, les, les points clés à retenir. C'est pas vraiment une lecture critique d'articles, hein, c'est pas une analyse complète, même si on pourra discuter parfois de quelques biais. Sur chaque diapo, je vous précise à chaque fois les liens vers tous les articles. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous a donné envie de les lire, n'hésitez pas à aller les consulter. On vous a ouvert le chat, hein, bien sûr, vous pouvez poser des questions. Alors après, bien sûr, je ne vais pas pouvoir répondre forcément, puisque moi j'ai simplement lu les articles, hein, c'est pas moi qui les ai rédigés. Mais peut-être que le chat peut servir plus pour faire un partage d'expérience sur ces thématiques, par exemple. Donc on va commencer. Donc ça ne défile plus. Voilà, ça défile. Donc je vous présente, il y a peut-être une petite dizaine d'articles. Pour ceux qui ont été présents à notre journée des praticiens hygiénistes des EOH en avril, vous verrez qu'à la fin, je reprends quelques articles que j'avais déjà présentés. Mais les premiers sont des articles que je ne vous avais pas présentés lors de cette session, parce que finalement, il n'en sort pas non plus énormément sur cette thématique. Donc, ce premier article dont je voulais vous parler, qui a été publié dans The Lancet Infectious Disease, hein, donc une revue assez prestigieuse, a cherché à savoir l'impact de l'amélioration de la désinfection du matériel partagé sur la survenue des infections associées aux soins. Donc, le principal intérêt de cet article, c'est sa méthodologie qui est assez robuste, hein. Donc, c'était un essai contrôlé, randomisé en grappes par étape, dans 10 services d'un hôpital public en Australie. Et l'essai a duré 36 semaines. Chaque service inclus était composé d'au moins 20 lits chez une population adulte. L'intervention a été mise en place dans tous les services après au moins une période de contrôle de 6 semaines. Et puis après, toutes les 6 semaines, 2 unités entraient dans le bras intervention. Donc tous les services ont finalement été à la fois contrôle et puis intervention. Alors en quoi consistait cette intervention? La principale mesure, c'était de dédier 3 heures de personnel à la désinfection, donc un renfort en personnel dont la tâche était uniquement la désinfection du matériel partagé. L'équipe d'hygiène a été énormément mise à contribution pour former sur les techniques de désinfection, à la fois cette équipe de personnel dédié, mais aussi tous les autres professionnels du service. Il y avait toute une campagne d'audit assez importante, d'audit observationnel pour vérifier la bonne application des procédures de bio-nettoyage, désinfection du matériel, mais aussi ils utilisaient un marquage fluorescent sur le matériel. Par exemple, sur un fauteuil roulant, ils faisaient un point de marqueur fluorescent et ils vérifiaient le lendemain si le point était complètement éliminé. Donc, ces audits avaient lieu toutes les 2 semaines. Et puis, après chaque période d'audit, ils faisaient une rétro-information au personnel, à la fois orale, par email et puis par poster. Donc, vous avez sur la droite de l'écran ici l'exemple du poster dans un service, vous voyez, où il précisait, eh ben là, pour les 15 jours précédents, 57% du matériel partagé avait été correctement désinfecté. C'est bien, c'est mieux que que le mois précédent, mais on peut faire encore mieux. Et puis, pour les 15 prochains jours,
eh bien, il faut mettre le paquet sur le fauteuil roulant, le déambulateur ou la chaise percée. Et puis, ce que vous voyez là, ce petit post-it, c'était après la désinfection de chaque matériel partagé, le personnel dédié collait un post-it sur le matériel pour dire bah, j'ai bien été désinfecté. Le critère de jugement principal dans cette étude, c'était le nombre de cas confirmés d'infection associés aux soins. Et puis les critères secondaires, le type d'infection, la qualité de désinfection, les modalités de rétro-information auprès de l'équipe de personnel dédié, et puis le rapport coût-efficacité. Alors voilà les résultats. L'étude a inclus plus de 5000 patients donc dans cet établissement australien avec moitié-moitié dans le bras contrôle et bras intervention. Ce que vous voyez sur la première ligne du tableau, toutes les infections associées aux soins. Dans le bras contrôle, on était autour de 15% d'infections associées aux soins. Et dans le bras intervention, on est descendu à moins de 10% d'infections associées aux soins, ce qui fait une diminution relative de 35% environ, avec un résultat qui est très significatif. Donc après, ils ont différencié avec différentes sous-catégories d'infections, mais vous voyez que les résultats sont significatifs pour toutes les sous-catégories. Ils ont regardé en excluant le Covid-19 et puis en excluant les infections liées euh, aux yeux, aux oreilles, au nez, à la gorge et à la bouche parce qu'ils ont constaté que dans ces établissements, ils avaient beaucoup d'infections de ce type, donc ils les ont mises de côté pour vérifier si la diminution des infections associées aux soins était toujours effective. Ce qui est intéressant, là, vous voyez sur cette figure, en haut, vous avez la prévalence des infections associées aux soins. Et puis en bas, vous avez la qualité du bio-nettoyage du matériel partagé qui est attesté avec ce marquage fluorescent. Sur la gauche de l'écran, c'est la partie contrôle. Sur la droite, c'est la partie intervention tout au long de la période. Et ce qu'on constate, c'est que ces deux courbes évoluent finalement en miroir. Quand la prévalence des infections associées aux soins augmente, bah, la qualité du bio-nettoyage du matériel partagé diminue. Et vice-versa. Vous voyez qu'à la fin de la période, on a une prévalence des infections associées aux soins qui diminue. Et c'est ce qui correspond au meilleur moment de la désinfection du matériel partagé. Concernant les objectifs secondaires, l'efficacité donc de cette désinfection avec la disparition du marquage fluorescent, elle est passée de 24% en phase de contrôle à 65% au début de l'intervention, puis ça se prolongeait dans le temps. Vous voyez par exemple 68% 2 semaines après le début de l'intervention dans les services. Les équipes de désinfection, elles, ont signalé préférer la rétroinformation par voie orale voire par mail, mais le poster n'était pas tellement lu dans les services. Donc, cette étude, hein, elle nous a montré que l'amélioration des pratiques de désinfection du matériel partagé peut diminuer les infections associées aux soins. Et là, ça diminue clairement. Donc, pour nous, hygiénistes, c'est vrai que c'était assez intuitif, mais c'est bien d'avoir une publi avec une méthodologie robuste qui arrive à nous démontrer ça. Alors, peut-être que dans les limites qu'on pourrait évoquer dans cette étude, c'est que vous voyez l'établissement concerné par cette étude. Bon, c'est une étude monocentrique, donc un seul établissement. Et elle partait d'un taux de base d'infection associé aux soins aux alentours de 15%, donc ce qui est assez élevé, hein, puisque je vous rappelle que dans l'ENP en France, on est autour de 5 à 6%. Donc c'est toujours plus facile quand on part d'un taux élevé de diminuer ce taux à 10% ici. Donc ça, c'était la première étude. Et la deuxième qui est en lien, finalement, si vous m'avez bien écouté pour cette première présentation, je vous ai dit qu'un des objectifs secondaires était l'évaluation coût-efficacité de cette intervention. Et donc, c'est ce qui a fait l'objet de cette deuxième publication dans une autre revue. Donc là, c'est l'analyse finalement médico-économique de cette étude CLIN. Donc, ils ont pris en compte comme coût dans cette étude les coûts de personnel, donc ce fameux personnel dédié 3 heures supplémentaires par jour, les coûts de formation, les coûts de consommables, les équipements et puis tous les traitements, les médicaments et les durées de séjour ou la prolongation des durées de séjour
pour les patients qui avaient acquis une infection associée aux soins. L'analyse, un peu compliquée, s'est faite selon un arbre de décision. Cet arbre de décision, il intégrait pour chaque bras, donc contrôle ou intervention, et pour chaque patient, la probabilité d'acquisition de l'infection associée aux soins, et puis le type d'infection associée aux soins selon la fréquence qui était reprise de cette première étude clinique. Et puis, ils ont fait varier cet arbre de décision selon deux scénarios. Le premier scénario, ils ont pris en compte l'utilisation de lingettes biodégradables, hein, ce qui n'était pas le cas dans l'étude clean. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que l'éco-responsabilité devenait assez importante dans les établissements de santé et qu'on pourrait vouloir s'en préoccuper. Donc, ils ont fait un scénario avec des lingettes biodégradables et puis le deuxième scénario, ils ont testé leur étude médico-économique avec un impact sur les IAS réduit de moitié par rapport à l'étude clean. Donc je vous ai dit, ils partaient de 15% d'IAS et ils diminuaient à 10%, hein, une diminution de 35%. Ils ont bien conscience que la diminution était assez élevée et que peut-être tous les établissements ne pourraient pas obtenir une diminution aussi importante avec cette intervention. Donc ils ont fait le test avec un impact moindre sur les IAS. Donc, ce que vous voyez sur le tableau là, cette analyse médico-économique sur 1000 patients, on voit que le bras des soins habituels, le bras contrôle, pour 1000 patients, ça coûtait plus de 2 millions de dollars australiens, tandis que le bras intervention, on était autour de 1 500 000 dollars australiens. Donc, dans le bras intervention, ils sont partis du principe que pour 1000 patients, on aurait 100 cas d'infection associés aux soins, tandis que dans le bras contrôle, il y avait 130 infections associées aux soins. Donc, on réalise avec cette intervention une économie de 642 000 dollars australiens. Donc, je vous ai fait la conversion au moment de la publication de l'étude, donc c'est à peu près 400 000 euros. Donc, c'est non négligeable, hein, une économie de 400 000 euros pour finalement 30 infections associées aux soins évitées pour 1000 patients. Et même si on fait varier les deux scénarios, vous voyez, donc premier scénario avec les lingettes biodégradables, si c'est une préoccupation majeure dans votre établissement, bah, le coût de la lingette, c'est très mineur par rapport à finalement le coût de cette désinfection associée aux soins. Donc vous voyez que l'économie reste quasiment similaire. Le bras intervention reste toujours bénéfique, même en mettant du personnel dédié au bio-nettoyage, eh bien, on reste coût économique, hein. Et puis dans le deuxième scénario, c'est pareil. Donc là, je vous rappelle, le deuxième scénario, c'est en diminuant un peu l'impact de l'intervention. Donc, dans le bras des soins habituels, on aurait toujours 130 infections associées aux soins, mais dans le bras intervention, on diminue de moitié. Donc, au lieu d'être à 100 infections associées aux soins, on est à 115, 116 infections. Eh bien là, vous voyez que forcément, ça impacte le coût, mais le bras intervention reste toujours bénéficiaire, hein. Et on a toujours une économie de 459 000 dollars australiens. Donc, ce qui coûte cher, finalement, c'est la survenue des infections associées aux soins et la prolongation d'hospitalisation de ces patients. Donc, même en faisant varier les scénarios avec des lingettes meilleures pour l'environnement ou bien avec un impact moindre sur les infections associées aux soins, on a toujours un bénéfice financier à éviter ces infections associées aux soins. Hein, donc voilà, c'est ce que je vous mets dans la conclusion. L'amélioration des pratiques de désinfection du matériel partagé entraîne une diminution des coûts liés à la diminution des infections associées aux soins. Donc, je trouvais ça intéressant de vous présenter cette étude parce que c'est vrai que parfois les décideurs, les administratifs nous disent, bah non, ça coûte trop cher de mettre du personnel dédié. On a souvent tendance à voir le coût immédiatement et pas dans le temps, dans la longueur, alors que la prévention et éviter certaines infections associées aux soins, finalement, ça rapporte de l'argent ou ça évite d'en dépenser plus. Donc voilà pour ces deux grosses études qui étaient reliées entre elles. Agnès, Ouais.
Il y avait une question pour le premier article d'Ahmed Kilili qui demandait comment ont-ils fait pour faire le lien entre IAS et désinfection pour l'article du Lancet Infectious Disease. Bah, en fait, ils ont mesuré les infections associées aux soins par enquête de prévalence tous les 15 jours. Attends, j'ai mon écho Ah, dans pardon, tes je oreilles, coupe. Karine. Je coupe. Et donc, ils ont évalué, donc ils ont fait ces mesures de prévalence des infections associées aux soins tous les 15 jours dans le service. Et en parallèle, ils ont mesuré la désinfection du matériel partagé. Donc, c'est l'intervention qu'ils ont mis en place. Donc après, dans le bras contrôle, il n'y avait pas zéro désinfection du matériel, hein, c'était la désinfection habituelle, dont on sait qu'elle n'est pas forcément correctement réalisée par les professionnels qui utilisent le matériel. Il y a eu sûrement les autres maillons de la chaîne de prévention, demande Ahmed en même temps. Oui, bah après, pour tout le reste, en dehors de cette amélioration de la désinfection du matériel partagé, l'OH continuait à faire son travail habituel, que ce soit dans la période contrôle et dans la période intervention. Donc ça n'aurait pas dû modifier la survenue des IAS. Et autre question, qu'appelez-vous lingette biodégradable? Alors ça, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est eux qui l'ont intitulé comme ça dans leurs études. Après, ils l'ont pas précisé particulièrement, mais ils ont pris des lingettes qui avaient un coût supplémentaire par rapport aux lingettes qui ont été utilisées dans l'étude Clean, hein, puisque c'était des lingettes euh, classiques. Alors après, je connais pas, ils citent pas de marque particulière, donc je saurais pas auxquels ils pensent. Mais c'était surtout pour faire varier le coût de la lingette. Je pense qu'ils ont pris cet exemple-là. Donc, j'avance, voilà, si j'arrive. Alors ça, c'est une étude française de nos collègues de Montpellier euh, qui ont travaillé sur le rôle de l'environnement dans la survenue des bactériémies à Pseudomonas aeruginosa dans leur établissement. Donc c'est une étude prospective, monocentrique d'1 an, donc au CHU de Montpellier. Ils ont inclus toutes les bactériémies à Pseudomonas aeruginosa qui sont survenues pendant cette période, grâce à un travail avec leur laboratoire de bactériaux et l'alerte. Et donc, toutes les hémocultures positives 48 heures après admission étaient incluses dans cette étude. Et donc, comme ils cherchaient le lien avec l'environnement, pour chaque bactériémie identifiée, il faisait une enquête environnementale dans l'environnement proche du patient en faisant des prélèvements au niveau des points d'eau de la chambre, de la salle de bain ou bien de la pièce de soins s'il y en avait une. Donc ces prélèvements, ils avaient lieu au niveau du siphon de la douche, siphon du lavabo, les mousseurs, l'eau directement du lavabo et de la douche, et puis les surfaces humides autour du lavabo, la barre d'appui. Si ces prélèvements revenaient positifs, ils effectuaient un séquençage pour comparer avec la souche clinique en cas d'isolement d'une ou plusieurs souches environnementales. Donc au total, sur cette année d'études, ils ont identifié 42 bactériémies à Pseudomonas aeruginosa, dont 53 étaient acquises à l'hôpital. Donc une inquisition qui se faisait 27 jours en moyenne après le début de l'hospitalisation. Les portes d'entrée suspectées de ces bactériémies étaient principalement urinaires, cutanées en lien avec un dispositif intravasculaire, digestives et puis dans une moindre mesure respiratoire, chirurgicale. Et puis le reste était inconnu. Donc, ils ont réalisé, autour de ces 53 investigations, 388 prélèvements d'environnement, donc dans les chambres et sanitaires des patients concernés. Et sur ces 388 prélèvements, 34 sont revenus positifs à Pseudomonas aeruginosa, qui concernait 16 investigations.
Donc la moitié des prélèvements qui étaient positifs concernaient les siphons des lavabos, 23% concernaient directement l'eau, 20% les mousseurs et 3% les surfaces humides. Donc, dans ces 16 investigations où il y avait des prélèvements positifs, le séquençage entre la souche de l'environnement et la souche patient a permis d'identifier un lien entre les deux pour 8 d'entre elles. Ils ont considéré que 6 acquisitions étaient probables puisque l'eau était positive et 2 acquisitions étaient possibles parce que l'eau était négative mais le mousseur ou bien le siphon était positif. Donc c'est toujours difficile dans ces circonstances de savoir si le siphon est positif et est à l'origine de la contamination du patient ou bien simplement il est positif parce que on a vidangé, par exemple, dans le lavabo, la bassine qui a servi à faire la toilette du patient. Donc, c'est toujours la question de l'œuf ou la poule. Mais je trouvais que cette étude était intéressante parce que on cible souvent l'environnement quand on a des infections à Pseudomonas aeruginosa. Et là, on voit bien que l'environnement est simplement en cause et à l'origine de ces bactéries nosocomiales chez seulement 15% des patients. Donc finalement, ce ne serait pas la source principale de contamination de ces patients. Donc ce qu'il faudrait peut-être plus travailler finalement dans le cadre de ces infections, de ces bactériémies à Pseudomonas aeruginosa, c'est de travailler sur l'asepsie des gestes invasifs en lien avec les portes d'entrée suspectées, hein, notamment les portes d'entrée urinaires, donc sans doute liées à des sondages, les portes d'entrée cutanées liées à des voies veineuses et autres. Donc l'asepsie de ces gestes reste importante et peut-être majoritaire dans la survenue de ces infections. Donc là encore, c'était une étude monocentrique, centrée sur les bactériémies, mais avec des résultats qui sont assez intéressants. Ensuite, je vous présente une étude d'infection à Klebsiella pneumoniae, productrice de carbapénémase, liée à des actes endoscopiques. Donc, c'est vrai que la littérature regorge de ce type de publications, hein, d'infections liées aux endoscopes. J'ai trouvé celle-ci intéressante à la fois dans la description de l'épidémie et puis dans les mesures mises en œuvre par l'équipe d'hygiène. Donc, c'est une étude enfin, c'est une épidémie qui est survenue dans un hôpital en Allemagne. Donc, une épidémie avec 32 cas au total d'infection ou de colonisation à Klebsiella pneumoniae oxa 48. Euh, Parmi ces 32 cas, il y a eu 13 infections et 3 décès qui étaient directement reliés à ces infections. Donc, une épidémie assez importante. Cette épidémie, elle a commencé en juillet 2022 et donc entre juillet et octobre, ils ont eu 19, leurs 19 premiers cas, dont 16 avaient eu un acte endoscopique. Donc tout de suite, ça a orienté les investigations vers l'endoscopie. L'équipe d'hygiène de l'établissement a réalisé plusieurs audits hein, de processus autour de la désinfection, en lien aussi avec les autorités sanitaires locales en Allemagne. Euh, et ils ont constaté que finalement tout se passait très bien, les recommandations étaient correctement appliquées et ils n'ont pas constaté d'écart majeur aux bonnes pratiques. Parmi leurs prélèvements de routine, hein, qui sont réalisés beaucoup plus souvent en Allemagne que chez nous, il n'y a pas eu d'alerte particulière non plus au début de cette période épidémique. Puis finalement, en août, ils ont réussi à isoler la souche, hein, cette fameuse Klebsiella multirésistante, dans un colonoscope qui venait d'être désinfecté. Donc en septembre 2022, ils ont décidé de remplacer tous les endoscopes qui étaient assez âgés et difficiles à, peut-être plus difficiles à désinfecter, voire abîmer. Donc ils ont remplacé tous les endoscopes de plus de 10 ans. Malgré tout, en octobre 2022, ils ont retrouvé encore une fois la souche dans un endoscope tout neuf, cette fois-ci qui venait d'être désinfecté dans un LDE.
Donc, ils ont recommencé une période d'audit et de contrôle et ils se sont aperçus qu'il y avait de l'humidité persistante dans les canaux plusieurs jours après la désinfection. Donc, ils ont à ce moment-là ajouté une nouvelle étape de séchage supplémentaire avant le stockage parce que, ils stockaient leur matériel dans une armoire de séchage et de stockage. Donc, ils ne faisaient pas d'étape de séchage avant de le mettre dans l'armoire spécifique qui était attestée comme séchante par le fournisseur. Et puis, ils ont augmenté la concentration du désinfectant et puis son temps de contact lorsque l'endoscope était utilisé chez un patient infecté ou colonisé avec cette souche. Hein, donc, c'est des endoscopes digestifs. Hein. À chaque fois, j'ai oublié de vous le préciser, mais c'était un endoscopie digestive. Et puis, ils ont peut-être plus les moyens en Allemagne qu'en France. Ils ont fini par remplacer tout leur parc d'endoscopes. Sauf que l'épidémie ne s'est pas arrêtée là. Dans les 6 mois suivants, ils ont eu 13 nouveaux cas. Par contre, là, ce qui était nouveau, c'est que parmi ces 13 nouveaux cas, seulement 3 avaient eu une endoscopie. Donc là, ils se sont orientés finalement vers une transmission croisée dans le service. Et c'était bien ça la fin de cette épidémie, puisqu'en mars 2023, l'épidémie s'est arrêtée après avoir renforcé les mesures d'hygiène dans ce service, avec de la formation, audit, un bio-nettoyage complet du service, la mise en place des précautions complémentaires contact et du personnel dédié. Donc, si on regarde un peu plus en détail les causes de cette épidémie, concernant la contamination des endoscopes, c'est le canal opérateur qui était majoritairement contaminé et il retrouvait dedans la fameuse Klebsielle, mais aussi d'autres souches comme le Pseudomonas et Stenotrophomonas maltophilia. Et puis chez l'endoscope, parmi l'endoscope tout neuf, le canal RO était contaminé juste après avoir été utilisé chez un patient colonisé. Concernant leurs endoscopes âgés qui venaient d'être mis au rebut, ils ont expertisé 2 endoscopes. L'expertise a eu lieu 6 mois après la dernière désinfection. Et donc, vous voyez sur la diapo à droite ce qu'ils ont retrouvé. Donc, des rayures, hein, un endommagement du canal opérateur, euh, de l'humidité résistante, persistante, hein, 6 mois après la dernière désinfection. Et puis ici, vous voyez des dépôts à la surface des différents canaux. Et donc, dans les traces d'humidité, ils ont retrouvé, toujours 6 mois après la dernière désinfection, j'insiste, mais c'est important, du Pseudomonas. Concernant l'analyse microbiologique, les 32 souches patients et les 2 souches des endoscopes étaient reliées et ils ont pu mettre en évidence 2 sous-clusters avec quelques SNP de différence qui correspondaient finalement aux souches transmises via l'endoscope et puis à la transmission croisée dans le service. Et puis, ils se sont posé des questions aussi sur le désinfectant utilisé qu'ils ont souhaité tester. Donc, ils utilisaient l'acide peracétique et ils l'ont testé sur cette fameuse souche de Klebsiella pneumoniae. Et finalement, à la concentration qu'ils utilisaient en routine, la souche était sensible, qu'elle soit sous sa forme libre planctonique ou bien dans le biofilm, même si pour le biofilm, la concentration euh, pour détruire la Klebsiella était plus importante que sous sa forme libre, mais toujours inférieure ou égale à la concentration utilisée en routine. Donc cet article, hein, bon, il était intéressant d'une part parce qu'il y avait 2 modes de transmission de cette souche, à la fois liés à un problème de désinfection de l'endoscope et puis de la transmission croisée. Et ça démontre bien le rôle clé du biofilm et l'importance du séchage. Donc, toutes les étapes sont vraiment importantes dans la désinfection des endoscopes, hein, que ce soit l'écouvillonnage hein, pour éliminer le biofilm, hein, l'écouvillonnage avec du matériel adapté et l'étape de séchage. Hein. C'est pas parce qu'on a fini la désinfection qu'on doit bâcler les dernières étapes, l'étape de séchage qui reste très, très importante. Agnès, est-ce que parce qu'il y avait une question là depuis quelques minutes, mais qui Ouais. correspondait plus au précédent, est-il possible d'avoir des patients infectés à Pseudomonas aeruginosa sans qu'il n'y ait de pio dans les prélèvements d'eau? Bah oui, oui, c'est tout à fait possible. Hein. C'est justement dans l'étude, hein, c'était la majorité. 53
investigations, dont seulement 16 étaient positives à Pio, donc toutes les autres, hein, les prélèvements étaient négatifs. Donc c'est tout à fait possible. Et ce qui discutait, je crois, dans la discussion de l'article, c'est que euh, il semblerait qu'il y ait une augmentation du portage digestif du Pio ces dernières années. Donc le lien avec l'eau ne doit pas être systématiquement fait, hein. Alors, je t'entends pas dans le casque, mais je t'entends au loin dans mon bureau. D'où ça peut venir, bah, comme je viens de dire, effectivement, il discutait dans l'article d'un portage digestif un peu plus important de cette souche. C'est Ok. OK. C'est OK. Donc après, je continue. Donc là, j'arrive sur, je ne sais pas quelle heure il est, si j'ai encore le temps de faire, oui, quelques articles. Donc ça, c'est des articles que j'avais présentés à la journée du CEPIAS. Donc ceux qui étaient présents, ça va peut-être être une redite pour vous. Euh, et pour les autres, j'y vais. Donc ici, c'est un article que je trouve intéressant, surtout que de plus en plus d'établissements utilisent des centrales de dilution pour soit leur détergent, soit leur désinfectant. Et donc, dans cet article, ils ont cherché à tester la fiabilité de ces dispositifs finalement. Donc, ils ont testé des centrales de dilution de désinfectants dans 10 établissements et au moins 5 services par établissement. Donc, ces centrales de dilution, soit elles fournissaient une solution d'ammonium quaternaire ou bien d'acide peracétique. Le prélèvement était réalisé directement sur la centrale de dilution, enfin la solution qui sort immédiatement de la centrale de dilution, ou bien sur les seaux qui étaient en cours d'utilisation dans les services. Donc, ce qu'on voit dans les résultats, hein, sur les 107 prélèvements, échantillons prélevés à la sortie de la centrale de dilution, la concentration est correcte pour 72% d'entre elles. Correcte, c'est la concentration attendue ou bien supérieure de produits détergents ou désinfectants. Par contre, c'est quand même plus embêtant, c'est que dans 13% des cas, la concentration est inférieure à celle attendue et dans 14% des cas, il n'y a pas de désinfectant à la sortie de la centrale de dilution. Et de la même manière, dans les seaux qui étaient en cours d'utilisation dans les services, on a à peu près le même ratio, 16% où la concentration est inférieure à l'attendue et 17% où on n'a pas de désinfectant dans le seau. Et puis, on a même 5% des cas où on a le mauvais produit dans le seau. Donc, les raisons évoquées, hein, pour l'absence de désinfectant dans ces seaux, c'est que dans la majorité des cas, le contenant était mal connecté. Le contenant pouvait être endommagé. Et puis après, des problèmes avec des voyants d'alerte, soit non fonctionnels, ou soit le voyant d'alerte fonctionnel, mais le professionnel ne l'a pas vu et le contenant n'a pas été changé. Euh, et puis pour les seaux où on avait le mauvais produit dedans, c'était finalement un détergent au lieu d'avoir un désinfectant. Donc ça pose question quand même, hein, ce matériel, hein, là, on se rend compte que finalement dans 30% des cas, on va désinfecter la surface, mais ce ne sera pas correctement désinfecté, soit parce qu'on n'a pas le mot produit, soit parce qu'on n'a pas de produit, ou soit parce que on n'a pas la concentration attendue. Donc, si à ça, on rajoute après toute la technique de mise en œuvre du bio-nettoyage, euh, on risque d'avoir des soucis. Donc, c'est vraiment important de réaliser une bonne maintenance de ces centrales de dilution et puis de pouvoir les contrôler régulièrement, soit en lien avec le fabricant, soit avec des petites bandelettes réactives. Alors, je regarde l'heure. Karine, tu me dis quand je dois m'arrêter, parce que j'ai encore plein d'articles s'il faut.
Alors là, je vous présente, c'est un retour d'expérience sur une épidémie en lien avec une solution de douche, on va dire, au lit du patient. Donc en France, je crois qu'on appelle ça les douches hydromoléculaires. Euh, voilà, donc c'est un petit case report au Brésil, il me semble. Voilà. Donc, dans cette unité de soins intensifs au Brésil, ils ont eu 32 cas d'infection à Burkholderia contaminans. Enfin, 32 cas, 18 infections et 14 colonisations. Pour les infections, hein, vous voyez que c'était des infections assez graves avec des hémocultures positives ou bien des aspirations trachéales, des infections bronchiques, urinaires et puis un cathé central positif. Une mortalité très importante, autour de 60%. Et le point commun entre tous ces patients, ces 32 cas, c'est qu'ils avaient tous bénéficié d'une toilette au lit à l'aide d'un dispositif mobile de douche sans rinçage. Donc, c'est ce fameux chariot qui a un réservoir dans lequel on verse une solution lavante qui est compatible avec le système, hein. C'est généralement des marchés captifs. Donc, cette solution est chauffée dans l'appareil et puis après, elle est pulvérisée sur le patient au moyen d'une petite douchette. Euh, donc tous les patients avaient bénéficié d'une douche de la sorte. En faisant les typages chez ces bactéries, ils ont identifié deux clones qui étaient retrouvés à la fois chez les patients et dans l'environnement, avec un clone particulier dans le réservoir du chariot de douche et puis un clone très légèrement différent dans les flacons de solution lavante. Donc à la fois, la solution lavante était précontaminée au moment de l'achat et puis le réservoir de ce chariot de douche a été contaminé euh, parce que c'est des dispositifs médicaux qui sont très difficiles à nettoyer. Donc c'est euh, ce que je voulais mettre en évidence avec cet article-là, c'est qu'il faut, nous, en tant qu'hygiénistes, toujours mettre en garde nos collègues sur l'achat de nouveaux dispositifs médicaux euh, pour lesquels on n'aurait pas une procédure de désinfection adaptée. Hein, on est souvent sollicité pour nous demander comment est-ce qu'on peut désinfecter tel ou tel matériel. Et c'est vrai que parfois, on est mis devant le fait accompli, le matériel est déjà acheté et on se pose la question qu'après de savoir comment on va le désinfecter entre deux patients. Donc il faut essayer d'être vigilant et d'avoir cette réflexion avant l'achat du matériel. Euh, une autre étude, cette fois-ci, c'est sur le temps que demande la désinfection du matériel partagé. Cette étude a été réalisée donc avec des lingettes de détergent désinfectant préimprégné, donc une solution assez simple, hein, sans reconstitution de désinfectant. Euh, Ça a été testé sur 12 équipements, donc le bladder scan, glucomètre, tensiomètre, chaise percée, ordinateur, pouce-seringue, pied à perf, chariot de médicaments, chariot de soins, chariot d'urgence, la planche de transfert et le fauteuil roulant. Donc les désinfections étaient réalisées par des étudiants IDE qui avaient été formés au préalable à la bonne désinfection du matériel. Et pour attester que la désinfection était efficace, l'investigateur positionnait 10 points au marqueur fluorescent sur le matériel et on considérait que c'était efficace quand 8 points fluorescents euh, au moins étaient éliminés après le bio-nettoyage et donc ne ressortaient plus avec la lampe. Et donc cette opération a été répétée jusqu'à obtenir 10 nettoyages efficaces pour faire une moyenne des temps de désinfection du matériel. Donc vous avez à droite, hein, la liste des temps de désinfection du matériel. Et par exemple, le premier, hein, le glucomètre, eh bien, vous voyez, euh, le temps moyen de désinfection efficace, c'est 50 secondes. Donc 50 secondes, c'est quand même pas grand-chose quand on sait que avec ce type de matériel, on peut malheureusement avoir des transmissions croisées de virus sanguins. On a déjà eu ça.
dans la littérature. Donc 50 secondes pour éviter une transmission sanguine, euh, c'est pas cher payé, je trouve. Et vous voyez, le plus long à désinfecter, forcément, c'est le chariot de médicaments parce qu'il y a plein de petites cases d'infractuosité, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire tous les jours à fond non plus. Donc le chariot à médicaments, c'est aux alentours de 4 minutes. Mais finalement, les temps sont assez raisonnables. Néanmoins, on sait bien que tous les soignants, enfin que le temps, c'est vraiment une variable capitale, donc il faut vraiment intégrer ce temps nécessaire à la désinfection dans l'organisation des soins. Un article sur les stéthoscopes, il y a pas de question, non, je crois pas. Euh, alors ça, c'est un... Bon, je vous l'ai mis parce que je trouvais ça intéressant de parler des stéthoscopes qui sont rarement désinfectés dans notre pratique, enfin dans nos observations. Donc c'est une étude qui a eu lieu en Serbie où on a interrogé les médecins sur leur pratique de désinfection du stéthoscope. Donc 47 médecins. Donc attention, l'effectif est quand même assez faible. Donc ces 47 médecins, on leur a donné un auto-questionnaire et puis après on a prélevé leur stéthoscope. Euh, donc 42,5% d'entre eux déclarent désinfecter leur stéthoscope moins d'une fois par jour, alors que 21% d'entre eux déclarent le faire entre chaque patient. Donc c'est du déclaratif, hein, donc c'est important dans cette enquête, hein. On a toujours envie de déclarer, lorsqu'on sait quelle est la bonne pratique, on a tendance à vouloir déclarer que c'est ce qu'on fait. Tous ceux qui font une désinfection du stéthoscope le font avec de l'alcool, hein, donc c'est généralement ce qui est recommandé par les fabricants. Trois quarts le font avec une compresse imprégnée d'alcool et puis un quart avec une simple pulvérisation d'alcool sur le stéthoscope. Donc, il n'y avait pas de différence de ces proportions en fonction, on va dire, de l'âge du médecin. Au moment du prélèvement initial, donc au moment de remplir le questionnaire, on prélève le stéthoscope et là, 78%, plus de 78% des stéthoscopes étaient contaminés, donc 35% avec des bactéries pathogènes. Donc c'est une proportion assez importante. Ce qu'on voit dans le tableau et qui est finalement assez frustrant, euh, c'est que ceux qui déclarent désinfecter leur stéthoscope après chaque patient euh, ne sont finalement pas si différents en termes de contamination de stéthoscope que ceux qui déclarent le faire moins d'une fois par jour. Hein, bon, même si on a 85% de contaminés chez ceux qui le font moins d'une fois par jour et 60% de contaminés chez ceux qui le font après chaque patient, le résultat n'est pas significatif, sûrement à cause d'un un manque de puissance de l'étude et un trop faible effectif. Alors, l'effectif est petit, mais c'est aussi peut-être un problème d'autodéclaration et que le médecin dit oui, oui, je le fais entre chaque patient, mais en pratique, peut-être que c'est pas tout à fait exactement ce qu'il fait. Par contre, le résultat d'après, lui, euh, est significatif pour nous dire que la désinfection en frottant avec sa petite compresse imprégnée est plus efficace que simplement en aspergeant le stéthoscope d'alcool. Néanmoins, après ce premier prélèvement, l'investigateur désinfectait le stéthoscope à l'alcool et là, seulement 2,7% des stéthoscopes revenaient contaminés après cette désinfection. Donc, ce qui montre bien que c'est pas un problème d'efficacité de l'alcool, c'est sans doute un problème de pratique, hein. Quand on le désinfecte correctement, quand on le fait réellement, bah, les stéthoscopes n'est plus contaminé. Et ce qui est un peu effrayant, c'est que 80% des participants déclarent que le Covid avait amélioré leur pratique de désinfection du stéthoscope. Et donc, malgré tout, on a quand même 78% des stéthoscopes qui sont contaminés au départ.
Donc attention, hein, ça reste du matériel partagé, ces stéthoscopes, qui sont très souvent contaminés et qu'il est nécessaire de désinfecter régulièrement. Et peut-être Le petit dernier? un petit dernier, bah, ça tombe bien, c'est le dernier. Une étude sur la désinfection à l'aide des ultraviolets. Donc ça, c'est pareil, hein, la littérature regorge de ce type d'articles concernant la désinfection aux ultraviolets. Donc il y en a sur tout type de matériel, avec différentes longueurs d'onde. Bon, j'en ai choisi une, j'aurais pu en prendre une autre, peu importe. Mais c'est pour vous ouvrir à cette thématique. Donc là, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont équipé une pièce de stockage avec des lampes à ultraviolet C, avec 3 lampes dans cette pièce de stockage, et puis un système automatique d'arrêt lors de la détection de présence humaine, hein. Donc le système s'arrête parce que vous savez que les UVC, ça peut être dangereux pour les humains. Ils ont essayé de désinfecter les fauteuils roulants contaminés préalablement avec du staphylocoque doré ou du candida auris, et puis avec des souillures. Et puis, ils ont aussi désinfecté des fauteuils roulants qui étaient pas précontaminés, mais qui étaient en cours d'utilisation, et du matériel de rééducation. Donc, ce matériel était placé au milieu de la pièce ou aux extrémités de la pièce. Ils ont fait des prélèvements au niveau des roues, du siège et des poignées pour le fauteuil roulant à différents temps, au temps initial à 4 heures et puis 12 heures après le stockage dans cette fameuse pièce. Concernant les fauteuils précontaminés, au bout de 4 heures, on avait une diminution de 2 logs de la contamination bactérienne et puis fongique, et puis de 3 logs au bout de 12 heures. Donc, c'est des taux qui sont plutôt acceptables malgré un temps long. Concernant le matériel de rééducation, les résultats n'étaient pas significatifs, donc je ne vous les ai pas présentés là. Et puis, concernant les fauteuils en utilisation, les fauteuils roulants, vous voyez là le contrôle. Donc, si on s'intéresse par exemple au, au rouge ou au orange, qui sont en orange les pathogènes et puis en rouge les bactéries aérobies. Vous voyez que les roues sont très contaminées, hein, à l'origine. Et puis 12 heures après au contrôle, ben, la contamination reste la même, il ne se passe rien. Pareil, le siège est très contaminé. Euh, et puis les poignées, elles, sont beaucoup moins contaminées. Lorsqu'on soumet ce matériel aux UVC, vous voyez qu'à 4 heures, la diminution n'est pas terrible, hein, tous les germes aérobies sont encore présents. Et puis à 12 heures, on a une très forte diminution significative. Pareil pour le siège, à 4 heures, on a une contamination encore importante, mais on a quasiment plus de bactéries pathogènes. Et puis à 12 heures, on est vraiment à un taux très bas. Et puis pour les poignées qui sont très peu contaminées d'emblée, mais à 12 heures, on n'a plus aucune germe qui pousse. Donc, les UV, les UVC, pardon, il y a beaucoup d'applications qu'on commence à voir apparaître, hein. Donc, ça vient en complément d'autres méthodes, hein. On ne peut pas utiliser que ça. Je vous rappelle que ça ne fait simplement que désinfecter, hein. Donc, pour du matériel qui est souillé, c'est pas tellement adapté, c'est pas adapté. Il faudra d'abord nettoyer avant de réaliser une désinfection avec cette méthode-là, si c'est ça que vous choisissez. Donc ça peut avoir un intérêt pour certains matériels un peu difficiles à désinfecter avec d'autres méthodes. Donc là, vous voyez, on est sur des temps longs, hein, 12 heures, c'est pas forcément très adapté à la pratique, mais dans une salle de stockage, ça peut se justifier. Ça rajoute un petit coup de désinfectant en complément d'autres méthodes. Donc voilà, je crois que c'était voilà la dernière étude que j'avais sélectionnée pour aujourd'hui. Et tu avais juste une petite question relative à cet article. Qu'en est-il de l'ozone? Alors l'ozone,
j'ai pas vu tellement de publications récentes là-dessus. Après, il y a eu des communications récentes, hein. J'essaye de retrouver, je crois que je l'ai, voilà, juste sous les yeux. Vous avez un avis très récent de la SF2H sur la place de l'eau ozonée pour l'entretien des locaux dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc, je vous renvoie dessus, mais en tout cas, il n'y a pas de publication récente dans la littérature. Enfin, j'en ai pas tellement vu. L'ozone, c'est assez controversé pour l'instant, Voilà, il n'y avait pas d'autres parce qu'il y a questions? des Oui. soucis de stabilité et parfois de problématiques pour les soignants. Mais je vous invite à lire. L'article pour l'ozoné, c'est un avis de la Société française d'hygiène hospitalière qui est sorti le 8 avril. Donc vous le retrouverez sur le site de la SF2H. Alors peut-être que pour l'instant, comme il vient de sortir, il est réservé aux abonnés, mais il ne devrait pas tarder à être accessible à tous. Voilà. Et une personne demande si le support sera fourni. Bien entendu, avec le Oui, replay, il y aura le diaporama de disponible. oui, le replay, le diaporama, et puis donc, comme je vous ai dit, sur chaque diapo en bas, je vous ai noté la référence de l'article et il y a un lien hypertexte, donc vous pouvez cliquer dessus et vous arriverez sur PubMed. Donc oui, j'ai vu, c'est embêtant que les articles soient en anglais, mais justement, j'ai essayé de vous faire une petite traduction en français et j'ai justement pas pris d'articles français parce qu'il y a bien sûr des articles très intéressants aussi dans la revue Hygiène, mais ça, tout le monde arrive à les lire, donc il y a pas de souci là-dessus. Donc là, je me suis intéressée surtout à de la biblio publiée en anglais, comme ça, si tout le monde n'arrive pas à lire l'anglais, ça vous fait un petit résumé en français. Bah, tout le monde a l'air très content dans le chat. Donc on pourra réitérer ces cafés gourmands biblio sur d'autres thématiques à l'avenir. Bon, les prochains cafés gourmands sont planifiés, hein. Le prochain, c'est sur la MCJ, comme on reçoit régulièrement des questions sur notamment la survenue rétrospective d'un cas de MCJ et le traitement du matériel. On a décidé de faire le prochain avec des experts de MCJ, donc venez nombreux, profitez-en pour poser toutes vos questions. Bon, merci pour les merci. Non, on va se quitter. On vous souhaite une bonne journée à tous et puis au prochain café gourmand du 12 juin, Karine, si je me trompe. Karine connaît tout notre agenda. C'est le 12 juin, le prochain Voilà, café c'était gourmand ça. MCJ. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.